Bonjour, merci d'être avec nous, c'est le Talk du Figaro. Nous recevons aujourd'hui le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous manifestez demain, c'est la marche des Insoumis contre le coup d'État social, contre les ordonnances sur la loi travail, alors que celles-ci sont adoptées aujourd'hui, ce matin. À quoi ça sert ? C'est précisément un problème qu'elles soient adoptées aujourd'hui, alors que le parlementaire que je suis, comme les 576 autres parlementaires, n'en ont pas rédigé une seule ligne, une seule phrase. Beaucoup de Français s'étaient indignés de la méthode 49.3, utilisée notamment sous le gouvernement précédent, et on a un peu la même méthode, c'est-à-dire on violente la représentation parlementaire, et pour toucher quelque chose qui est très important, on parle du Code du travail, on ne parle pas de choses qui sont secondaires, où on parle de ce qui va être le quotidien, les conditions de travail, la généralisation, selon moi, de la précarité, le fait que les licenciements vont être plus faciles, on va faciliter les licenciements. Tout ça n'est pas bon de mon point de vue pour l'économie. Ça aurait mérité quand même qu'il y ait une discussion durant laquelle ce soit le Parlement qui représente le peuple. Le contexte est différent parce que c'était annoncé dans le programme d'Emmanuel Macron. Je crois pas ça. Il a été conforté par la concertation avec les syndicats. C'est pas le même coup de force que pour la loi El Khomri. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas, premièrement, que ça a été annoncé clairement par M. Macron. Il avait dit « je ferai des ordonnances pour réformer le droit du travail ». D'accord. Mais enfin, le contenu n'avait pas été dit clairement, à tel point que quand vos collègues du Parisien, par exemple, avaient révélé des documents de travail pendant l'élection législative, le gouvernement s'était fâché et avait même menacé d'attaquer en justice les Parisiens les journalistes, pardon, qui l'avaient révélé. Le gouvernement n'est pas venu devant les Français en disant voilà, on va généraliser, on va rallonger les CDD, n'était pas venu en disant que si vous subissez un licenciement, vous allez voir votre indemnité en fait plafonnée à tel point que les prud'hommes n'existeront plus, n'avait pas dit que dans 97% des entreprises désormais on pourra négocier des choses sans même passer par un représentant syndical. Ça touche des choses très concrètes, la prime d'ancienneté, rémunération, les congés, etc., qui va être déclinée localement au niveau des branches et même au niveau de l'entreprise. Et on sait très bien que dans une société de 6 millions de chômeurs, ce que j'appelle le rapport de force dans l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de négociation des salariés, elle est quand même assez affaiblie. Ce n'est pas une question morale en disant ça, je ne jette pas la pierre aux employeurs, mais on va avoir une concurrence où ça risque de tirer tout le monde vers le bas, parce qu'un chef d'entreprise pourra dire, écoutez, à ses collaborateurs, à ses employés, on est obligé de s'aligner sur le concurrent qui, lui, a raboté telle et telle chose, les salariés ont accepté de voir leurs avantages vus à la baisse, etc. Tout ça n'est pas bon. Sur le fond, vous êtes en désaccord, mais là, on est au lendemain d'une manifestation syndicale. Il y avait moins de monde dans la rue que lors de la première manifestation du 12 septembre. Demain, c'est votre manifestation, une manifestation plus politique. Bien sûr. Mais à quoi elle va servir ? Quelles sont vos marges de manœuvre ? La première question à se poser, c'est est-ce qu'elle est nécessaire ? Moi, je crois qu'elle est nécessaire, que se fasse entendre la voix de la protestation dans ce pays. Quand on est attaché à la démocratie, l'opposition, tout de même, doit pouvoir se faire entendre. Je dis ça parce qu'il y a presque parfois un petit procès en illégitimité qui est fait, où en permanence, on nous dit qu'on serait quasiment des golpistes, des factieux, j'ai même entendu dire, de la part d'un ancien Premier ministre, parce que nous appelons les Français à protester, à manifester, pourquoi pas à pétitionner et à se faire entendre. Le parlementaire que je suis, avec mes 16 autres collègues de la France Insoumise, a besoin d'une société mobilisée qui se fait entendre. Moi, je ne partage pas ce fonctionnement des institutions de la Ve République. Une fois qu'on a voté pour quelqu'un, c'est en quelque sorte rentrer à la maison, on s'occupe de tout. Je serais favorable à une 6e République avec des droits des citoyens, pourquoi pas le droit de révoquer les élus, le droit de pétitionner, d'interpeller leurs élus, plutôt que ce système où en gros vous avez voté pour le monarque Emmanuel avec la reine-mère Brigitte, observez et applaudissez le spectacle, et puis concernant le Code du travail, ça se passe par ordonnance et le Parlement est ramené à peu de choses. Je ne goûte pas, j'apprécie pas cette banalisation de ce coup de force contre le peuple. Alors, il est vrai que ces institutions peuvent permettre de violenter l'opinion populaire. Macron. Il est le président de la République. De ce point de vue-là, je ne le conteste pas. Il a été élu. Mais premièrement, avec une abstention très forte, qui même nous a concernés aussi, abstention encore plus forte à l'occasion des élections présidentielles. Je refais souvent le raisonnement, souffrez que je le refasse une nouvelle fois. Il fait 24% à l'occasion des élections présidentielles, Emmanuel Macron au premier tour, oui. Des exprimés, 18% des inscrits, c'est-à-dire que 82% des Français n'ont pas voté pour lui au premier tour. Il a le moins fort taux d'adhésion, si je puis dire, à ses idées. Beaucoup d'études ont démontré que beaucoup de gens votaient pour M. Macron parce que ça leur apparaissait comme le seul candidat pouvant empêcher le second tour annoncé Fillon Le Pen. Bon, très bien. Et ensuite, lors des élections législatives, on a quand même un Français sur deux qui ne va pas voter, considérant que tout ça ne sert à rien, etc. Alors, vous voulez un peu fédérer ces personnes-là qui ne sont pas forcément convaincues ou macronistes dès le départ, c'est ça ? Tout à fait. Moi, je veux être utile à ce qu'il y ait une protestation qui se fasse entendre, qui soit forte, que ce ne soit pas face à Macron qu'il n'y ait rien, qu'il y ait une opposition
position cohérente. Je m'adresse à tous les Français, quel que soit presque, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont voté, qu'ils soient abstenus ou pas, ou voire même qu'ils aient voté pour d'autres candidats, en leur disant attention, le code du travail, ça touche à l'intime, j'ai envie de dire. C'est pas une mince affaire. Moi, je ne veux pas pour mes enfants, pour vous-même, je ne veux pas que vous soyez mis en situation de précarité, que demain vous soyez licencié de manière abusive avec vos droits qui se voient restreints. Le code du travail exprime un certain degré de civilisation. Il nous protège tous. Il protège même les employeurs d'ailleurs, qui ne subissent pas une concurrence, comme j'ai décrit tout à l'heure, qui amènerait à ce que le caractère républicain de notre pays serait disloqué. Moi, je suis pour l'égalité sociale sur l'ensemble du territoire. On s'est amusé parfois à prendre cette expression. Le code de la route, il ne se décline pas route par route et rue par rue. Pourquoi le code du travail devrait être différent selon les entreprises, selon les branches? C'est pas bon. Donc, vous attendez combien de personnes demain pour manifester avec vous? Si j'étais un peu langue de bois, je dirais le plus grand nombre possible. Bah, c'est toujours ça, on passe toujours. Bien sûr, mais l'objectif. Voilà, l'objectif, vous savez, on avait fait un beau rassemblement le 18 mars pendant l'élection présidentielle, ouais, avec un grand prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, place de la République. De ce que je vois à ce stade... Vous aviez revendiqué 100 000 personnes, voilà, c'est ça? De ce que je vois à ce stade, en termes de nombre de bus qui sont mobilisés... Combien de bus affrétés? On en a plus d'une centaine actuellement, il y a des trains qui sont pris et différents moyens de transport. Ça ressemble à quelque chose qui est de cette tonalité-là, ce qui est formidable quand même, parce qu'on sait bien que l'élection présidentielle est un moment de politisation dans le pays, où les gens... Et là, il y a un camp qui reste mobilisé. Mais je ne voudrais pas tirer la couverture que à moi. Demain viendront aussi des personnalités comme Benoît Hamon. C'est quand même un événement. Il était candidat à l'élection présidentielle au nom du Parti Socialiste. Le NPA de M. Besancenot fera ce qu'on appelle un point fixe, sera présent. Il y a des associations que moi j'apprécie, je ne sais pas si les lecteurs du Figaro connaissent, mais comme Attaque, la Fondation Copernic qui viendront, et d'autres aussi. Tout ça est bon pour dire que c'est pas que la manifestation de M. Mélenchon. C'est quoi la prochaine étape ensuite, après le 23? Permettez-nous d'abord d'apprécier la journée de demain, c'est-à-dire de voir est-ce que cette mobilisation est là, quelle est la tonalité générale, que disent les organisations syndicales aussi qui ont marché devant pour l'instant, pour apprécier sur la suite. C'est clair que nous sommes en train d'en discuter. Il y aura une parole forte qui sortira de la part de Jean-Luc Mélenchon de la journée de demain, et il faut trouver le ton juste, parce qu'on a une responsabilité pour renforcer ceux qui sont mobilisés. Beaucoup d'études d'opinion montrent que les Français sont majoritairement en désaccord avec cette réforme. Il faut entraîner les gens à l'action et pas être trop décalé vis-à-vis d'eux, trop en avant si je puis dire, parce qu'on peut comprendre que dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, les gens s'interrogent sur est-ce qu'il faut que je me mette en grève ou pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec M. Macron. Est-ce que vous redoutez des débordements? Comment est-ce que vous avez organisé, prévu un dispositif de sécurité assez conséquent pour Nous demain? nous sommes donné les moyens de nous protéger par des moyens militants et bénévoles, ce qu'on appelle des services d'ordre militants qui vont protéger notre manifestation. On est en lien bien sûr avec la préfecture. C'est un problème général. Nous n'avons rien à voir avec les casseurs, les violents. Il faut au contraire que demain on fasse la démonstration d'un grand mouvement pacifique, démocratique, républicain, social, écologique, etc. Et montrer que vous êtes les premiers opposants à la politique du gouvernement? Comme je dis parfois pour m'amuser, c'est pas non plus le McDonald's, la France Insoumise. On ne dresse pas le tableau du meilleur opposant du mois. C'est à vous de dire après si c'est la France Insoumise et Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne viens pas parler à un média en disant je suis le premier opposant. C'est un peu déjà prétentieux. Et puis à chacun de juger en fonction des actes. Je fais le boulot pour lequel je crois d'ailleurs j'ai été élu. Moi, je ne mens pas. J'ai été élu député de Montreuil-Bagnolet en disant clairement non à cette remise en cause du Code du travail, en pressentant ce qui allait avoir lieu. Je crois que je suis conforme au mandat qui m'a été donné. Et les gens, les 7 millions de voix qui ont fait confiance en Jean-Luc Mélenchon sont au diapason aujourd'hui du travail que nous faisons. Mais on entraîne aujourd'hui plus largement parce que je pense effectivement qu'il y a dans ce pays, le pays que j'ai vu moi pendant 18 mois de campagne électorale, c'est pas un pays qui va être plus précarisé, qui va pas être plus ubérisé. On fait le travail et on verra le résultat. Vous avez cité des associations, mais aussi Benoît Hamon qui sera avec vous demain. Par contre, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, ne sera pas présent. Est-ce que vous le regrettez? Bon, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais voilà, j'ai pas bien compris. Il y a une délégation qui va venir du Parti communiste. Oui. C'est leur façon à eux. Moi, je pense qu'il ne faut pas déléguer les choses quand l'heure est à l'action pour la réforme du Code du travail. Moi, j'étais qui s'oppose entre vous et les communistes. Oui, vous refusez aujourd'hui le rassemblement à gauche? Tout ça, il faut définir de quoi on parle. Moi, je ne vais pas singer bras dessus, bras dessous avec le Parti Socialiste en disant j'ai oublié ce qui s'est passé, avec un Parti Socialiste qui ne sait pas s'il est pour ou contre la réforme du Code du travail, s'il faut être pour ou contre la confiance au gouvernement. Les Français ne veulent pas de cette hypocrisie. Par exemple, alors, vous savez, il faut redéfinir les mots. Qu'est-ce que c'est la gauche? De quoi on parle? Vous pensez que ce serait pertinent de dire le bilan d'Hollande, tout ça on s'en fiche, on n'en parle pas? Là, on parle du Parti communiste. Pierre Laurent, il souhaite rassembler la gauche. Oui, avec vous, avec les écologistes, avec Benoît Hamon aussi. Non mais tout ça, d'accord, sur la base de l'action. C'est ça qui est important. Nous, on propose l'action. Il ne suffit pas de proclamer qu'il faut rassembler. C'est pour faire quoi?
Voilà, donc nous, demain, on manifeste contre le Code du travail. Le Parti communiste français, et je sais que beaucoup de ces militants seront là, devraient être à nos côtés. Moi, je suis allé à la fête de l'humain, j'ai pas mégoté. Jean-Luc Mélenchon aurait dû y aller à la fête de l'humanité. Non, c'était très bien le voyage qui était prévu. Je veux dire, c'est à La Réunion, 1 million de nos concitoyens y habitent. Là-bas, il y a une situation sociale qui est de quasi chaos. Faut pas mépriser. Hein. Les prix sont 40% plus chers qu'en métropole. Le voyage de Jean-Luc Mélenchon avec d'autres députés de la France Insoumise a permis de continuer à faire entendre notre voix. Mélenchon était arrivé en tête à l'occasion de l'élection présidentielle et n'avait pas pu y aller. Donc c'est bien. Pour quelle raison il faudrait considérer que la fête de l'humanité de M. Pierre Laurent est le rendez-vous majeur et unique de ce pays? J'étais là. Faut arrêter, y compris de me mépriser, et tous mes amis qui sont venus. Enfin, quand je viens, c'est comme un signe que je considère que la fête de l'humain est importante. Ouais. Et c'est un peu piquant de la part de certains qui disent au Parti communiste, oui, Mélenchon, son ego et tout ça. Et quand il n'est pas là, les mêmes qui disent, oui, il n'est pas là. Bon, il faudrait se mettre d'accord. Soit il faut qu'il soit là parce que c'est un personnage important, soit certains lui jettent des cailloux. Vous voyez bien, donc il y a une forme, allez, je vais le dire, parfois de mauvaise foi, où quel que soit ce que fera Mélenchon, un petit groupe au Parti communiste ne sera jamais content. C'est leur problème. Bon, moi j'ai trouvé assez peu utile que Pierre Laurent utilise le temps de parole qu'il avait en ma présence. Oui, voilà, parce qu'on m'en a beaucoup insisté pour que je vienne. Vous savez, si un jour je vous invite à la maison pour manger, c'est pas pour vous insulter à l'heure de l'entrée, quoi. Ou alors, à juste raison, vous resterez pas jusqu'au dessert. Donc là, pareil, on m'a dit, il faut absolument que vous veniez à la fête de l'UMA. C'est important, je viens pour entendre beaucoup de critiques de la part de gens dont j'aimerais aussi qu'est-ce qu'ils proposent eux. Parce que on a sans doute beaucoup de défauts, mais 19,5% à l'occasion de l'élection présidentielle, 7 millions de voix, c'est considérable. Personne n'a jamais fait ça. Donc on a peut-être quelques petits défauts, mais quand même peut-être aussi des grandes qualités. À la présidentielle. Oui, ils nous ont soutenus, mais je ne crois pas que les 19,5% viennent uniquement du soutien du Parti communiste français. Les militants ont fait le boulot, mais la direction de Pierre Laurent a perdu beaucoup de temps dans des choses qui, à mon avis, étaient assez inutiles. On comprend les oppositions. Un petit mot sur le voyage justement à La Réunion de Jean-Luc Mélenchon. Certains ont soulevé qu'il avait voyagé en première classe, au contraire des députés qui l'accompagnaient, qui eux étaient en seconde classe. Et vous avez dit, il a payé son propre billet sur ses deniers personnels. Mais comment vous l'expliquez? C'était un voyage professionnel. Parce que c'est comme ça. Mélenchon, lui, il paye son billet. Donc les députés, elles aussi, ont payé leur billet avec leurs propres revenus. Oui, c'est un engagement politique qui est fait, de la part des parlementaires, qui ont, depuis qu'ils sont parlementaires, un peu plus de moyens, qui ont fait ce choix. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, il fait 11 heures de vol, c'est pas rien, il arrive, il enchaîne les meetings, il fait le choix en fonction de ses lombaires, comme dirait l'autre, de dire qu'il vaut mieux qu'il dorme bien. Quel est le problème? Où est l'intérêt de cette polémique? On veut savoir désormais quelle est la couleur du pyjama de Jean-Luc Mélenchon, si après une enquête poussée, selon ses voisins, il a ronflé ou pas pendant le vol. Ça devient ridicule. C'est un non-sujet. Et je trouve d'autant plus triste que beaucoup de temps est consacré à ça, pour faire du Mélenchon bashing, comme on dit, critiquer Jean-Luc Mélenchon, mais pas un mot sur la situation à La Réunion. 1 million de nos concitoyens, ça mériterait un petit peu plus d'intérêt que savoir comment Jean-Luc s'est rendu sur place. Lundi, c'est la rentrée parlementaire, avec un texte sur la sécurité, le terrorisme. Qu'est-ce que vous allez défendre, vous, avec le groupe de la France Insoumise? Quels sont les amendements que vous allez proposer? Beaucoup d'amendements qui, notamment, empêchent qu'il y ait, en quelque sorte, l'état d'urgence qui rentre dans la loi, que ce qui est exceptionnel va de plus en plus rentrer dans la loi. Attention, ça doit être un juge qui garde le pouvoir sur l'enquête, sur les possibilités d'interpellation, etc. Donc, on ne doit pas donner le point, si je puis dire, à ceux qui ont attaqué le pays en limitant les libertés publiques. Donc tout ça va se décliner très concrètement dans beaucoup de choses. Par exemple, je peux vous donner un exemple, moi qui siège à la commission défense, certains articles ont été présentés à l'occasion de la commission de défense. Par exemple, moi j'étais pour qu'aussi dans cette loi, on interdise le fait que la France vend des armes à des pays qui mènent des guerres qui ne sont pas sous l'égide de l'ONU. Par exemple, j'ai un peu la faiblesse de penser que toutes ces armes que la France a vendues, la France vend beaucoup d'armes aujourd'hui, notamment à travers la guerre au Yémen, à l'Arabie Saoudite, que c'est pas bien qu'il y ait comme ça une non-réflexion, une non-maîtrise de la part des fois de nos armes, parce que beaucoup de forces et de groupes terroristes profitent de ces situations de chaos. Je prends cet exemple-là, parce que ça a été non retenu dans la discussion, mais on devrait s'interroger d'où viennent parfois ces armes qui fait que Daesh, à un moment donné, tenait tête. Aujourd'hui, la situation a un peu évolué, mais avait une capacité militaire importante. Bon, et puis après, il y aura d'autres... Nous, on est du côté quand même de beaucoup d'organisations d'avocats et de juges qui disent attention, l'efficacité... Garantir les libertés, oui, parce que ça nous concerne tous et ce serait quand même malheureux de donner là encore raison à ceux qui veulent limiter les libertés qui marquent le point. Je crois que la France est forte quand elle reste sur ses principes républicains. Merci Alexis Corbière. On passe tout de suite à vos questions avec Valentin.
Bonjour Mathilde, bonjour Alexis. Bonjour Corbière. Valentin. Alors, on a une première question de Benjamin qui, avant de parler de sécurité de l'emploi, n'est-il pas plus judicieux de parler de création de l'emploi ? Oui, bien sûr, il a raison. C'est la raison pour laquelle nous avons porté pendant la campagne présidentielle des grands projets, comme par exemple aller vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Nombre d'associations, c'était ce qu'on appelait le scénario négawatt, considérait qu'un tel projet pouvait créer 700 000 emplois. Ce serait là où il y a une belle perspective. C'est d'ailleurs une des faiblesses de ce que fait le gouvernement Macron, c'est que d'un point de vue industriel, il y a peu de projets. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fabrique, comment ? Donc vous voyez, il y a uniquement le petit bout de la lorgnette. Le problème serait le code du travail, alors qu'une étude de l'INSEE a démontré que seulement 18% des employeurs considèrent que leur problème, c'est le code du travail. Beaucoup disent après que le problème, c'est le carnet de commandes. Le fait qu'il y ait des politiques d'austérité, moins d'investissement public, fait que souvent les petites entreprises en pâtissent. Le fait que par exemple, les banques ne jouent pas le jeu aussi avec beaucoup d'entreprises. Quand vous discutez avec beaucoup d'employeurs qui vous disent « moi j'avais tel ou tel projet, mais ma banque, elle ne me suit pas ». Vous voyez, donc il faut effectivement avoir des perspectives. Et là, la puissance publique peut aider à construire du logement. On en a besoin dans ce pays. La transition écologique, ça c'est des belles perspectives. On pourra en pointer d'autres. Vous parlez justement des petites entreprises. On a Étienne qui nous fait remarquer qu'il attend avec impatience en fait les ordonnances, car c'est un dirigeant d'une TPE. Il a arrêté toute embauche depuis 2 ans à cause d'un licenciement qui a coûté trop cher à son entreprise. C'était sans doute un licenciement abusif. C'est un problème quand même. Il faut être protégé dans ce pays. C'est difficile de répondre à ça. Mais si effectivement vous n'avez pas le droit de licencier dans des conditions qui ne sont pas conformes à la loi quand même, il y a une loi qui protège. Toujours pareil, ce genre de témoignage, il faut rentrer dans le détail. Il précisait que justement c'était un licenciement pour faute grave. Dans ce pays, on peut licencier pour faute grave. C'est un peu curieux cette affaire. Mais justement, d'où l'intérêt du plafonnement des indemnités. Ça n'a aucun rapport. On fait une faute grave, on est licencié actuellement dans ce pays. C'est curieux l'exemple qu'il nous prend. Étienne, c'est ça ? Étienne. C'est un peu bizarre parce que si un salarié fait une faute grave, il est licencié. C'est beaucoup de raisons et d'ailleurs, on a assez peu d'indemnités dans ce cas-là. Donc on ne va pas découvrir le fait que dans ce pays, on peut licencier pour faute grave. Donc là, je ne comprends pas bien la situation. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que par les ordonnances, il en attend justement, il attendait ce plafond en fait, d'indemnité. Ça ne lui aurait pas coûté aussi cher, en fait. Mais est-ce qu'il y a un licenciement abusif ? Il a été condamné, donc Étienne, manifestement. Le seul détail que je sais que c'était pour une faute grave. Lui, c'est ce qu'il dit. Peut-être que le salarié a défendu autre chose. Je respecte la parole d'Étienne, mais peut-être qu'il faut écouter aussi le salarié qui nous appelle, qui l'appelle le TOL. Puis vous voyez, on a des détails. Tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Les prud'hommes, qui est un tribunal civil qui va juger. Moi, je suis licencié, vous êtes l'employeur, je vais faire défendre mes droits, vous allez expliquer la situation et en fonction de ça, on va apprécier la situation. Le problème du plafonnement, c'est que désormais, c'est fini. L'employeur sait combien ça lui coûte un licenciement abusif. Je rappelle que dans ce pays, on peut quand même licencier. Tout de même, Étienne, qui soit de bonne foi, si un salarié fait une faute grave manifeste, on peut le licencier. Et ça arrive assez souvent. Donc, il a sa réponse. On a une autre question d'Alexandre qui nous dit « On dit que Mélenchon est le premier opposant à Macron. Est-ce étonnant vu que la France insoumise ne fait pas de propositions concrètes ?» Il est cruel. Voilà, que je vous dise, s'il me donne son adresse, j'enverrai le livre, L'avenir en commun. Il y a 350 propositions. Il a le droit de ne pas être d'accord avec nos propositions. Mais par contre, il n'a pas le droit de dire que nous ne faisons pas de propositions. J'en ai pointé tout à l'heure, sortie du nucléaire par exemple. On pourrait pointer sur d'autres choses. Vous voyez, il y en a 350 à l'arrivée. Je l'invite, moi je suis ouvert à la polémique, mais pas vous ne proposez rien, c'est absurde. C'est un ressenti qui se dégage beaucoup chez nos internautes, donc du coup, vous avez l'occasion de justement pouvoir préciser ces mesures. Non, mais... Peut-être que c'est lié juste à votre style à l'Assemblée nationale aussi. On vous accuse beaucoup de faire du théâtre, du spectacle. Mais vous savez qu'on est le groupe qui avons présenté le plus d'amendements. Si vous avez suivi le débat, par exemple, la ministre du Travail, mon collègue Adrien Quatennens s'était amusé à le faire souligner. Tous les amendements que nous avons proposés ont été rejetés, tous, sans exception. D'accord ? Donc nous sommes le groupe qui travaillons le plus, qui déposons le plus d'amendements, qui intervenons. La particularité quand même d'un député En Marche est plutôt que c'est un député, pardon l'expression un peu godillot, quoi, qui est là pour lever la main et qui ne fait pas beaucoup de propositions. Tout est déjà ficelé. Ils votent d'ailleurs pour des ordonnances en ne sachant pas très bien le contenu qu'elles vont avoir. Mais on fait confiance au château, à l'Élysée, parce que c'est là que ça se passe. Est-ce que ce grand pays mérite ça ? Voilà, moi je suis pour des droits qui protègent plus les salariés. Je suis pour que les salariés aient plus de droits de regard au niveau de l'entreprise. Je suis pour interdire les licenciements boursiers. Je suis contre le fait, par exemple, que ce que j'appelle un licenciement boursier dans une entreprise qui fait des profits, c'est quand même curieux qu'on licencie pour augmenter la part qu'on va reverser aux actionnaires. Est-ce que ceux qui nous écoutent sont favorables à ça ? C'est un peu curieux. Et là, il y a plein de sujets. Le fait que le périmètre aujourd'hui, pour qu'un plan de licenciement soit jugé valable, va se limiter au caractère national de l'entreprise, et même si elle fait des profits importants à l'international, pose une série de problèmes, parce qu'on sait qu'on peut très bien avoir
maquillage qui consiste par exemple à ce que l'entreprise mère augmente le loyer de l'entreprise nationale. Donc du coup, on va mettre en difficulté une entreprise nationale pour justifier un licenciement. J'espère pas avoir été trop, comme il faut, aller vite, technique, mais dans les des petits problèmes. On bascule sur un autre sujet, le FN. Ramzi qui vous demande que pensez-vous de la démission de Florian Philippot? C'est un moment de vérité au sein du Front National. Le Front National, le philippotisme n'existait pas. C'était une apparence, mais fondamentalement, je crois que la majorité du Front National n'est pas pour les 35 heures, n'est pas pour la retraite à 60 ans, a un regard plus que négatif sur les organisations syndicales, veut mettre au cœur du débat en permanence ce qu'ils appellent la question identitaire de l'immigration. Le Front National, c'est d'abord la famille Le Pen, c'est un clan. Et Philippot avait apporté pendant quelque temps des petites choses qui avaient été jugées utiles pour Marine Le Pen parce que ça élargissait un peu d'apparence le discours. Mais ce à quoi s'est heurté Florent Philippot, c'est l'existence de la France Insoumise. C'est qu'il pensait qu'il allait tout embarquer, mais ça ne marche pas comme ça. C'est une aubaine pour vous que Florent Philippot quitte le Front National ? Du moins, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que le Front National soit la force d'opposition seule et unique, on voit bien que c'est en grande difficulté. Discuter du couscous ou de la choucroute, c'est pas très intéressant à l'heure où le Code du travail... Un tiers des sympathisants FN ont une bonne image de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une certaine... écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'on fait reculer l'extrême droite en gagnant des gens qui avant votaient pour le Front National, en les gagnant à nos idées. Maintenant, moi je leur mens pas, je leur explique pas que le problème c'est l'étranger, l'immigré. Je leur explique que le problème c'est l'absence de partage des richesses. Celui qui pense comme moi, qui est un républicain social et qui pense que la question majeure, c'est la question du partage des richesses, le refus du saccage de la planète, il est le bienvenu. De ce point de vue-là, c'est ça qui fait reculer le FN. Ceux qui sont fâchés, mais pas fachos, pour reprendre une expression, sont les bienvenus à la France Insoumise. Mais moi, je ne vais pas singer l'extrême droite, c'est pas mon sujet. Mais je dis à tous ceux qui veulent faire entendre cette protestation populaire, bienvenue, et je n'irai pas fouiller, est-ce que tu as voté Bayrou avant, est-ce que tu t'es abstenu, est-ce que même tu as voté FN? Je terminerai sur le commentaire de Claire. Les réformes sont rarement populaires. Si on écoutait la rue, on n'avancerait pas. Oui, mais les cimetières aussi politiques sont pleins de réformes soi-disant qui devaient absolument s'appliquer. Claire, je lui pose une question. Est-ce qu'il faut aussi accepter l'idée qu'on gouverne contre un pays ? C'est ça qu'il ne faut pas banaliser. Attention, parce que si on banalise l'idée, ça ne veut rien dire les réformes. Moi, je suis pour des réformes. Je suis pour une réforme fiscale, passer à 14 tranches d'impôts. Je pense qu'il est absurde, fou d'ailleurs, d'imaginer ce que prévoit M. Macron d'une réforme fiscale qui va rendre plus d'argent aux ultra-riches. Un mot sur Mme Bettencourt, paix à son âme, elle a droit à tout le respect et la dignité, mais est-ce qu'il était pertinent qu'on fasse une réforme fiscale pour rendre encore plus d'argent à Mme Bettencourt, première fortune de France? C'est pourtant ce qui est prévu par M. Macron. À l'heure où on explique que 6,8 millions de nos concitoyens qui bénéficiaient des APL, les plus pauvres, se voient raboter de 5 €. Franchement, prendre aux plus pauvres et pour rendre aux plus riches, il fallait y penser. C'est pourtant ce que fait M. Macron. Moi, je suis un patriote, un Français, attaché au modèle républicain du pays, qui croit que c'est par la justice sociale qu'on fait un peuple et qu'on construit une nation qui est forte. Voilà. Et les inégalités minent notre pays. Voilà ce que je veux dire. Donc des réformes qui vont dans le sens de la justice sociale, les Français les applaudiront. Le fait de mettre en œuvre une politique pour une poignée d'ultra-riches, j'ai envie de dire que c'est pas français d'un certain point de vue, pas conforme à l'histoire que je me fais de notre pays. Merci beaucoup Alexis Corbière. Merci Valentin. Rendez-vous demain, rendez-vous lundi pour une nouvelle émission du Talk.